quel que soit n plus grand que k, on n'a pas 1, c'est avec 1. C'est-à-dire qu'on est sûr de ça, presque sûrement ça, et ça veut dire que à partir d'un moment, à partir d'un certain cas, tous les AN qui vont suivre K, l'élément AN ne va pas se produire. C'est-à-dire que presque sûrement, l'événement AN ne va pas se produire, sauf pour un nombre fini d'entiers N. Mais on a potentiellement ces premiers entiers, de 1 jusqu'à 2. C'est-à-dire que si son probabilité de AN est finie, alors je suis sûr qu'à partir d'un certain indice K, tous les AN qui avec n plus grand que K ne vont pas se réaliser. La probabilité, il existe K, quel que soit K, n plus grand que K, AN ne va pas se réaliser égale 1. C'est-à-dire que c'est la même chose que probabilité de, bon je prends l'inverse, quel que soit K, il existe n plus grand que K, AN égale à 0. Et ça, c'est égal à la probabilité de l'intersection sur les K, union n plus grand que K, à n. Ça, c'est égal à 0. Ça, c'est le limite de votre compétition. On va faire la preuve. Alors, somme, probabilité de AN, n plus grand que 1, elle est finie. Donc, somme n de grand n jusqu'à plus l'infini, ça c'est les restes, donc ça les restes des séries. n elle tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, quel que soit epsilon, il existe n0, quel que soit n plus grand que n0, somme de probabilité de AN quel que soit grand n plus grand que n0, n de grand n jusqu'à plus l'infini, il est inférieur à epsilon. Et ça, alors qu'est-ce qu'on veut? On a ça. Or, probabilité, donc ça c'est l'hypothèse. Non, plutôt, c'est ce qu'on veut démontrer. Voilà. Or, probabilité de l'intersection de l'union n plus grand que K à n, donc ça on veut montrer que ça tend vers 0. Donc ça c'est inférieur à quoi? Donc c'est l'intersection sur tous les cas. Je prends K égale N0. Donc ça c'est la probabilité de l'union n plus grand que N0 de AN. Est-ce que ça c'est clair? Donc ça c'est l'intersection de tout ça pour plusieurs cas. Donc si je prends un seul cas, cette intersection elle va être incluse. Donc ça c'est inclus dans ça. C'est inclus. Donc si cet événement est inclus dans cet événement, donc la probabilité est inférieure. Alors, et ça c'est inférieur à la somme n de n0 jusqu'à plus l'infini de p de AN qui est inférieur à epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, ce truc-là qui nous dépend pas de epsilon, il est inférieur à epsilon. Donc, ce truc-là, il est égal à 0. Donc, ce truc-là est égal à 0. On fait donc epsilon de 0. Donc, on a démontré le théorème de Boyle complété. Maintenant, on va démontrer la loi des grands nombres. Donc, si on a démontré la loi des grands nombres, on a démontré la validité de Monte Carlo. Et même la théorie de la chose. En général, ceux qui utilisent Monte Carlo ne savent pas le démontrer.
Loi des grands nombres. Donc, on a x, une variable aléatoire, nu. Donc, son espérance égale nu. On a xn, xi de 1 à n de copie iv de x, copie iv de mémoire de x, et espérance de x fini. Alors, on va supposer aussi que espérance de x carré est finie. En fait, je vais faire la démonstration de loi des grands nombres dans le cas particulier où espérance de x carré est finie. La démonstration dans le cas général est plus difficile. Donc ça, l'hypothèse restrictive, on se restreint au cas, donc l'espérance carré est finie. Donc la variance existe. Donc je pose Sn égale, voilà, donc, alors, 1 sur n, somme des x de 1 à n, que je montre Sn, Sn sur n, ça va tendre vers nu, presque sur nu. Donc je pose Sn, c'est la somme des x, i de 1 à n. Donc je veux montrer que 1 sur n, Sn tend vers nu. Voilà, donc, alors l'intuition de la démonstration c'est quoi? Alors, si on arrive à montrer que Sn sur n moins nu inférieur à certaines 1 sur n par exemple, presque sûrement, alors on va terminer. Pour pouvoir faire ça, on peut par exemple penser à raconter les banques. On peut penser à démontrer que si on arrive à démontrer un truc du genre, somme des probabilités que Sn, donc ça c'est juste intuition, ça c'est juste intuition de la démonstration. Intuition. Si on arrive à démontrer que P de Sn sur Sn moins inférieur à 1 sur n, ou plutôt supérieur à 1 sur n, elle est finie. Donc là, on aura ça presque sûrement, on a terminé. Alors, sauf que ça ne veut pas... voilà, donc... alors, faisons un premier essai. Si on prend probabilité de Sn sur n moins mu plus grand que 1 sur n. Donc ça, avec Bien-Aimé Chebyshev, donc ça c'est inférieur à n carré variance de Sn sur n, qui est égale à la variance de Sn. Donc la variance d'une somme indépendante, c'est la somme des variances, ils ont la même loi, donc c'est n fois variance de x. N fois variance de x. Et ça tombe pas avec 0. Donc on n'a pas ce qu'on veut. Donc ça, c'est notre intuition. Ça n'a pas marché pour le premier coup. Alors, essayons autre chose. Essayons au lieu de prendre 1, prendre n carré. Alors, plutôt prenons directement un 4. Alors, si on prend, calculons probabilité de Sn à la puissance 4 sur n à la puissance 4 moins mu plus grand que 1 sur n. Donc ça, c'est inférieur à la variance de Sn4 sur n4 fois n carré. Bon, sur 1 sur n4. Donc ça, c'est avec Bien-Aimé Chebyshev. Et ça, c'est quoi? C'est n carré, variance de Sn4 sur n4. Et ça, c'est 1 sur n6, variance de Sn4, qui est égale à variance de x
sur n carré. Ah, donc là, on est content. On est content. Donc ça, on a inférieur à ça. Et ça tombe bien, c'est la somme, ça tombe bien vers un truc fini. Donc on est content. Donc somme probabilité de Sn4 sur N4 moins mu plus grand que 1 sur N, cette somme-là, elle est inférieure à variance de x, somme de 1 sur N carré, et ça c'est fini. Donc on peut appliquer Borel-Cantelli sur ça. Donc, en fait, au début, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de faire avec Sn sur N. Ça n'a pas marché parce que on a un truc en N. Si on avait pris encore N carré, ça n'aurait pas marché parce qu'on aurait un truc juste variance de x. La somme ne va pas être finie. Là, lorsqu'on a pris N4, ça a marché. Comme ça, vous savez pourquoi on a pris N4. Donc, on a ça, donc on peut appliquer Borel-Cantelli pour dire que ça, presque sûrement, à partir d'un certain moment, ça n'arrive pas. Donc l'opposé arrive à partir d'un certain moment, presque sûrement. Alors, Borel-Cantelli, qui implique que presque sûrement, il existe n0, quel que soit n plus grand que n0, Sn4 sur n4 moins mu est inférieur à 1 sur n. Voilà, donc Sn4 sur n4, ça tombe bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Nous, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut montrer que Sn sur n tend vers 0. Plutôt tend vers mu, tend vers mu. Voilà. Donc ça montre que ça tend vers mu. Mais nous, on n'aime pas ce n à la puissance 4. Donc comment on fait? Donc on prend un cas. Donc là, on veut montrer, montrons que Sk sur k tend vers mu lorsque k tend vers l'infini. Alors soit k assez grand, par exemple plus grand que n0 à la puissance 8. Ce n0. Alors, quel doit être le n? Il existe un n plus grand que n0. Donc il existe un plus grand que n0, tel que k, il est entre n4 et n plus 1 à la puissance 4. C'est normal. Notre cas, on peut toujours trouver, le mettre à l'intérieur de 2 à la puissance 4. Donc, on continue. Donc, alors, est-ce que, donc K, il est entre N4 et N à la puissance, N plus 1 à la puissance 4, Sn, il est continu. N, en fonction de Sn, elle est plutôt croissante. Donc, Sk, elle est inférieure à S, N plus 1 à la puissance 4. Maintenant, si on divise par K, sur K, K, il est plus grand que N4, donc ça c'est inférieur à Sn plus 1 à la puissance 4 sur N4, qui est inférieur à, donc je divise et multiplie par N4, donc N plus 1, 4 sur N4, Sn plus 1, 4, sur N plus 1, 4. Alors, et ça tombe vers, donc, ça tombe vers 1. Parce que n tend vers l'infini, ça tombe vers 1, et ça tombe vers mu. Donc, la limite sup, parce que ça tend vers l'infini de Sk sur K, il y a mu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, de l'autre côté,
On a SK, on a K qui est plus grand que 4 inférieur à n puissance 1. Donc SK sur K, il est plus grand que SN4 sur K, qui est plus grand que SN4 sur n plus 1 K, qui est plus grand que n sur n plus 1 4 SN4 sur n 4. Ça tombe vers nu. Donc la limite inf. Alors pourquoi j'ai parlé de limite inf, limite sup? Parce qu'on n'a pas encore montré que la limite existe de SK sur K. Par contre, la limite inf et la limite sup existent toujours. Donc limite inf de SK sur K égale, elle est plus grande que nu. Donc, limite sup SK sur K inférieur à nu, inférieur à limite inf SK sur K. Donc, SK sur K admet une limite qui est égale à nu, ce qui termine la démonstration. Là, on a terminé la partie théorique. On va faire juste une dernière parenthèse sur une partie très pratique, modélisation financière, ou nombre comment ça va comprendre la chose, et c'est terminé. Ça, c'est la partie la plus dure aujourd'hui. Des questions? Monsieur, dans la démonstration de la loi d'économie, je voulais passer de n carré variance Sn sur n puissance 4 à 1 sur n puissance 4. Sn égale somme des xi i de 1 à n. Et les xi sont indépendants. Donc, variance de Sn, c'est variance de x1 plus x2 plus xn, c'est variance, c'est sigma des variances. C'est n fois variance. Et c'est n fois la variance, parce qu'ils ont la même variance. N fois la variance de x1. Alors, maintenant pour n carré. Variance de Sn carré, juste je remplace au lieu de n, je prends n carré. Ou plutôt n carré. Ça c'est n à la puissance 4, variance de x1. Oui, monsieur, mais comment la variance de Sn4 sur n à la puissance 4? Ah oui, d'accord. Alors, si vous avez une variable aléatoire x, et vous avez un scalaire positif lambda, alpha positif, alors variance de alpha fois x, c'est alpha carré fois x. Ça c'est juste avec la définition que vous pouvez dire. Donc, en pratique, est-ce qu'on se trouve dans un problème similaire au paradoxe de Bertrand? On a des choix entre différentes variables aléatoires et différents types. Qu'est-ce qu'on fait pour cette critère on choisit? Tous les bons choix sont corrects. C'est juste qu'il faut être clair dès le début. C'est-à-dire, dès le début, dire choisir une corde aléatoire, c'était pas bien défini. Par contre, si on dit choisir une corde aléatoire, c'est choisir deux points aléatoirement, deux points uniformément sur le spectre, ça c'est bien défini. On peut calculer le produit. Mais on peut définir, ça va pas de... Le résultat différent. Et qu'est-ce qu'on fait pour franchir?
On adopte des conventions. On va adopter des conventions. Voilà. Tout le monde va adopter une convention pour ne pas avoir des choses différentes. Ça reste subjectif. Donc, au moins, on sait où est la subjectivité et on sait pourquoi. Alors, modélisation financière. Et application Monte Carlo. Alors, en finance, l'évolution de la valeur des actifs financiers, elle est erratique. Elle varie dans tous les sens. Donc, elle ressemble à un truc comme ça. Alors, un truc comme ça. Alors, comment on va modéliser un truc? Donc, ça, c'est en fonction du temps. Donc, ça, c'est mon x0. À chaque instant, j'ai une valeur xt, une fonction temporelle, mais une qui change. Et même xt est aléatoire. Donc, comment on peut modéliser un tel truc qui varie aussi rapidement et aussi. Voilà. En fait, ces processus, on les appelle des martingales, et ce ne sont pas des processus à variation finie. Les fonctions classiques qu'on connaît, c'est des fonctions, processus à variation finie. Je nommerai des processus à variation finie, donc ça, c'est pas à variation finie. Processus à variation finie, c'est des fonctions plus ou moins régulières. Par exemple, des fonctions absolument continues, ou des fonctions dérivables, ou des fonctions croissantes. Alors, la variation d'une fonction, donc c'est une fonction. Donc, on prend la limite où la x une fonction, une fonction temporelle. Je prends une subdivision TI, IT sur n. De 1 à n, donc je travaille entre l'instant 0 et l'instant grand. La variation, c'est la somme de xti plus 1 moins xti au carré. I de 1 à n, et je prends la. Alors, si vous prenez une fonction continue, absolument continue, la dérivable, c'est un dérivable, il y a deux trucs qui tombent vers 0. Pourquoi? Parce que c'est le produit de ça fois lui-même, et le produit de ça il est borné, où la somme est envers une intégrale. Plutôt le truc il tend vers 0 fois une intégrale. Donc, oui, il y a des trucs qui tendent vers 0 pour des trucs, pour des processus finis, croissants, pour des processus normaux. C'est une fonction croissante, où là la différence entre une fonction croissante, entre deux fonctions croissantes. Maintenant, c'est plus croissante ou elle est croissante, la différence c'est à variation finie. Vous avez une fonction absolument continue. Absolument continue, et il a dit une mesure des f absolument continue si df il y a h dx. Il va donner une densité. Bref, alors que les martingales qui varient par le cas, ce ne sont pas des variations à variation infinie, c'est des variations infinies. Bon, c'était juste entre parenthèses. Alors, le mouvement brownien, il modélise bien le phénomène. Le mouvement brownien, c'est quoi le mouvement brownien? B de T. Alors, le mouvement brownien, c'est un processus tel que B0 égale 0. Donc, le mouvement brownien, il commence en 0. Commence en 0. Et quel que soit le temps T1 inférieur à T2, les accroissements, donc BT2 moins BT1, on appelle ça l'accroissement par exemple. Ça c'est T1, ça c'est T2, ça c'est T2. Donc là, la différence c'est l'accroissement. C'est une loi normale sans règle de variance T2 moins T1.
troisième caractérisation des lots, c'est quel que soit K plus grand que 2, quel que soit T0 inférieur à T1 inférieur à Tk, avec les accroissements BTI moins BTI moins Z, et de 1 à K, ils sont indépendants. Donc, en fait, comment simuler un mouvement brownien? Le mouvement brownien, il commence de 0 ici. Donc ça, c'est mon T0. T0 égale 0. Ça, c'est mon grand T. Je prends une subdivision. Ça, c'est T1. Ça, c'est T1N. Ça, c'est T2N. Donc une subdivision de 1 sur 1. T3N. En fait, voilà. Bon, là, je suis en 0. Quelle est la valeur de BT1? C'est une réalisation d'une loi normale. Donc BT1, donc B0 c'est 0. Alors BT1, c'est moins B0 égale 0, c'est une loi normale de variance T2 moins T1. Donc BT1 c'est une réalisation. Donc par exemple, elle est ici. Donc, voilà. Alors BT2, maintenant, comment je vais calculer BT2? BT2, c'est BT1 plus une loi normale, donc 0 et T3 et T2 moins T1. Plutôt ici, ici c'est T1. T2 moins T1. Donc, je continue de ce point-là, de BT1. Puis, je lui rajoute une loi normale de variance T2 moins T1. Donc, je peux tomber ici, je peux tomber ici, je peux tomber ici. Par exemple, je tombe ici. Et ainsi de suite. Donc là, je suis ici, je vais rajouter un accroissement normal de variance T3 moins T2. Donc, je peux tomber ici, ici, par exemple, je peux tomber ici. Et ainsi de suite, etc. Et en fait, ce processus-là, c'est pour le mouvement brownien. C'est lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque je prends des subdivisions de plus en plus rapprochées, j'aurai un mouvement brownien. C'est la limite. Donc vous voyez bien, il est tellement variant. En fait, il y a une propriété très intéressante qui dit que le mouvement brownien s'annule infiniment de fois au voisinage de 0. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel voisinage de 0, epsilon, avec le mouvement brownien, il va, aussi bien au début beaucoup, il va s'annuler infiniment de fois autour de 0. C'est fractionnaire, c'est difficile à imaginer. En fait, c'est très erratique, donc il est adapté à modéliser les choses financières. Alors, un mouvement brownien, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on utilise la modélisation des actifs financiers parce que le mouvement brownien peut être positif comme il peut être négatif. Or, les prix doivent être positifs. Donc, on utilise plus le mouvement brownien géométrique. L'intuition de Diallo, c'est la suivante. Alors, pour modéliser les prix d'actifs financiers, on utilise le mouvement brownien géométrique. Mouvement brownien géométrique. C'est quoi le mouvement brownien géométrique? Donc, il est toujours positif. Par exemple, ça c'est mon x0, ça c'est 0. C'est l'échelle de temps. Mon actif, il vaut x0. Là, il va évoluer. Il y aura plusieurs possibilités. Il ne va jamais tomber à des valeurs négatives. Alors, comment on va modéliser ça? Voilà. Donc, les rendements instantanés de l'actif.
on va modéliser le rendement instantané de l'actif. C'est quoi le rendement instantané? C'est dxt sur xt. Donc ça, c'est mon xt. T, j'ai une valeur xt. dxt sur xt, c'est quoi? C'est, lorsque h tend vers 0, c'est xt plus h moins xt sur xt. Alors, donc ça c'est mon rendement instantané, c'est-à-dire pour chaque temps t, mon rendement, c'est combien va me rapporter l'actif. Donc sa valeur future, xt plus h, dans un pas de temps h, moins ce que j'ai maintenant, ramené à sa valeur actuelle. Alors comment on va modéliser avec la quantité? Alors intuitivement, donc, on a ce graphe-là. Alors, étant donné ce graphe, donc je suis en t, plutôt, je suis ici en t, ça c'est de l'échelle de temps. Donc ici, mon actif il vaut xt. Donc mon rendement c'est quoi? C'est xt sur xt. Je suis sur xt, mon actif il vaut xt, j'ai rien fait. Déjà, pour t plus h, mon actif il va valoir xt plus h. En fait, je vais dire que donc il va avoir une certaine valeur. Je vais dire que le rendement il va avoir une partie déterministe, un drift, une tendance. Par exemple, une tendance haussière. Par exemple, les prix des maisons, ils sont en tendance haussière. Si tu achètes une maison maintenant, d'ici 5 ans, forcément elle va augmenter avec un petit peu. Mais donc, il y a une tendance qui est positive, qui est déterministe, mais il y a aussi une partie volatile. Donc ça c'est mu fois h, donc ça c'est plus une partie volatile, donc un mouvement brownien qu'on met tout autour, et là on tombe ici. Donc là c'est mon xt plus h, c'est mon xt plus h sur xt. Donc cette différence-là, je modélise, comment je vais modéliser xt plus h moins xt sur h sur xt? On va le modéliser comme un mu fois h, donc la partie drift, déterministe, plus la partie bruit qui est sigma fois bt plus h moins bt. Donc c'est la différence, un accroissement d'un mouvement brownien. Donc si on a un mouvement brownien qui commence ici, bt, il vit sa vie, là il est bt plus h. Donc il y a l'accroissement là. Voilà, donc c'est ça la modélisation de mes rendements. Donc ça, si on écrit ça mathématiquement avec la théorie des Stochastic Differential Equations, donc c'est juste pour avoir le nom, on tombe sur cette formule. Donc, on appelle SDE, Stochastic Differential Equations. On a dxt sur xt, c'est mu dt plus sigma dbt. Voilà. Donc, mais bon, c'est juste pour, c'est pas pour cette année que vous allez voir ça, peut-être votre dernière année, peut-être. Et donc ça, comment on résout ça? En fait, la formule, donc ça, c'est équation différentielle stochastique. La solution de cette équation différentielle stochastique, c'est xt c'est x0. Donc x0 c'est le prix de l'actif à l'instant 0, exponentielle, sigma mouvement brownien bt, plus mu moins sigma carré sur 2 fois t. Et c'est pour ça que vous avez fait le projet, cette étape, vous avez fait le projet, la formule qui est bizarre, c'est juste parce que c'est la solution de cette équation différentielle stochastique